Je me sens tout détendu après cette critique de Souvenirs de Marnie, une sorte de plénitude où tout n'est calme et tranquillité. C'est apaisant. C'est quoi la critique du jour? Ouais bah écoute, un animé tout aussi tranquille et poétique, tiens je te passe la musique de l'opening. Wow, non mais ça va pas la tête là? Ouais bah c'est pour toutes les fois où tu m'emmerdes. Donc, Shingeki no Bahamut, dont la critique a été également faite sur notre site, est l'adaptation animée d'un jeu de cartes, et oui, sur smartphone, Rage of Bahamut. Dit comme ça donne l'impression d'un remake de Yu-Gi-Oh! Mais à part quelques allusions ci et là, les cartes n'ont pas un rôle prépondérant. Oui, bon, les âmes piégées dans les cartes, ça sent quand même le Yu-Gi-Oh! À plein nez, hein. Certes, mais il n'y a pas de confrontation mettant en scène des duels de cartes. Pour ce qui est de la réalisation, c'est Keiichi Sato qui s'en est occupé, il a notamment fait Senseiya la légende du sanctuaire. Le scénario est écrit par Keiichi Hasegawa pour le studio MAPPA. Il a notamment produit Kids on the Slope et Terror in Resonance, ce qui est plutôt pas mal comme CV. L'anime a été diffusé en simulcast sur Wakanim et c'est Dybex qui possède la licence DVD de la série. Passons directement au synopsis. Il y a longtemps, un énorme dragon, le Bahamut, ravagea tout sur son passage. Afin de le sceller, les anges, les démons et les humains s'allièrent. La clé de ce fameux sceau est divisée en deux parties, l'une appartenant aux démons, l'autre aux anges. Et les humains se taisent et ferment leur gueule. C'est à peu près ça. Toutefois, 2000 ans plus tard, les dieux se font voler leur clé par une étrange fille, Amira. Bon, l'omniscience des dieux, c'était des conneries au final, hein. Tout à fait. Dans cette fuite, elle tomba sur Favaro, un mercenaire. En effet, celui-ci s'est vanté de connaître Helheim, une mystérieuse cité qu'Amira désire rejoindre. Intéressée, cette dernière cherche la coopération du guerrier afin d'accomplir cet objectif. Par un concours de circonstances, elle le transforme en partie en démon en lui conférant une queue. Je comprends tout de suite mieux pourquoi cet animé t'a tant intéressé. Ça me rappelle d'ailleurs un animé un peu louche, Bible Black. Oh, stop là, hein. Tu comprends que ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Roger. Mais je n'invente rien, regarde ça, c'est écrit noir sur blanc. Et ce petit coquin en rajoute en plus. Oui, bon, arrête ton esprit mal tourné, là, vieux vicieux. Inutile de préciser que vivre avec un attribut supplémentaire n'améliore pas son image auprès des gens. Favaro se voit obligé de conduire Amira où elle le désire. Faut-il encore rajouter à cela qu'Amira peut dégommer un démon avec une facilité déconcertante. Notre démon, malgré lui, est d'ailleurs poursuivi par le chevalier Caesar, un chevalier au look et aux manières très différentes de Favaro, et il finit également par accompagner Amira dans sa quête et formant ainsi un joli trio. Mais dis donc, deux mecs pour une femme, ça promet des choses intéressantes. Mais t'as fini, toi? À présent, il est temps de se pencher un petit peu sur l'univers où se plongent nos protagonistes. Tout d'abord, l'univers de Shingeki no Bahamut prend place à une époque moyenâgeuse, dans un monde ressemblant à la Terre et plus particulièrement à la France du XIIe au XIVe siècle. Bon, ok, ici côtoient aussi des dieux, des démons, des hommes, des zombies et d'autres créatures farfelues ayant un rapport avec la religion. Le système politique est donc féodal et la chevalerie y est très présente. L'histoire possède également des éléments tirés de faits réels tels que la présence de Jeanne d'Arc. Toutefois, de par sa liberté artistique, fantastique, et les nombreux anachronismes par rapport à notre monde dans cette œuvre, il est difficile de réellement associer son univers et son scénario à l'histoire de la France. Il s'agit essentiellement d'un outil de base, d'inspiration pour l'auteur. Nous ne sommes absolument pas dans un animé de genre historique. Passons aux personnages. Tout d'abord, le trio sur lequel se concentre l'histoire rappelle beaucoup celui du fameux samouraï Champloo. Favaro est le stéréotype du mercenaire, pas trop prise de tête et un peu débile sur les bords, rappelant aussi un petit peu Luffy d'ailleurs, hein. Et Caesar se comporte comme un preux chevalier aux valeurs humanistes et de grande classe. On sent que le buddy movie est devenu un procédé bien assimilé dans la Japanimation. C'est quoi un buddy movie? Bon, petite parenthèse culturelle, le buddy movie ou buddy film, film de copains en français, est un genre cinématographique qui consiste en gros à placer dans l'intrigue deux héros très différents, souvent aux antipodes l'un de l'autre, qui doivent travailler ensemble, ce qui provoque entre eux des problèmes de communication, vous vous en doutez. Malgré tout, ils finiront par s'entendre et partager un amour platonique. Bref, bien que ce concept ne soit pas particulièrement original, il faut admettre que le tour est réussi et qu'on apprécie de les voir interagir entre eux. De plus, leur relation va bien plus loin que le simple fait d'être différents. Il y a un lien indicible qui les unit depuis l'enfance. Un lien indicible, le même qui unit Pico, Chico et Coco? Non, pas vraiment. Ce lien amènera donc à quelques moments touchants, voire un poil dramatique. Enfin, on ne nous montre pas, comme c'est le cas dans Code Geass avec la paire Suzaku Lelouch, qu'ils sont différents avec des scènes débiles comme je vais aller attraper un chat en haut d'un toit, youpi.
Ce n'est pas leurs actes ici que l'on remarque caractérisant justement leur comportement opposé. Ensemble, ils accompagnent une jeune fille, Amira. Elle, par contre, n'a rien à voir avec eux. Elle, c'est une jeune fille aux cheveux roses et aux airs ingénus, ce qu'elle est vraiment d'ailleurs. Elle ne semble rien connaître du monde, ce qui fait qu'elle n'a pas une personnalité en soi super intéressante. Bien entendu, c'est dû aux besoins du scénario. Bah oui, pour découvrir un univers, il faut bien un personnage un brin naïf afin de pouvoir s'immerger dans l'histoire à travers son propre point de vue. Là aussi, c'est un procédé de création somme toute classique. Elle a pour seul objectif d'aller dans une mystérieuse ville, donc appelée Helheim, afin de retrouver sa mère. Pour des raisons inconnues, elle aurait volé la clé des dieux permettant de ressusciter le monstre Bahamut. Quel est le lien entre la clé et la recherche de sa mère, ainsi que le Bahamut? Pourquoi possède-t-elle cette clé? Pourquoi sa maman se trouve dans cette mystérieuse ville? Quelles pourraient être les conséquences du réveil du Bahamut? Tout cela ne sera pas expliqué dans la vidéo, bah oui, spoil oblige. Bref, une telle clé attise les convoitises, c'est joliment dit ça. Donc elle attise les convoitises, comme vous pouvez vous en douter, ainsi elle est poursuivie par les démons, mais également par les anges, mais également par Jeanne d'Arc et sa clique de joyeux chevaliers. Bref, un super monde particulièrement hostile et c'est pour ça qu'elle décide de s'entourer de ses deux compères, ses hommes de main. Oui, au final, c'est ressemblant à Samurai Champloo, du point de vue de l'objectif, du voyage initiatique et les liens qui se développent dans notre troupe itinérante. Tiens, encore à propos d'Amira, il y aura bien quelques scènes de fanservice autour d'elle, notamment lorsqu'elle se transforme en démon. Toutefois, cela ne dérange pas, c'est plutôt bien dosé. N'empêche, certains plans pourraient sans problème figurer dans 50 nuances degrés. Oui, bon, laisse-moi continuer. Pour compléter ce trio, il y aura également une fille zombie nommée Rita, nécromancienne à ses heures perdues. Ça promet de belles scènes de nécrophilie. Eh mais t'as un sérieux problème de libido, Roger, Je suis un lapin, mec, Certes, mais enfin... Et donc notre fille zombie, ne semble ressentir aucune émotion, elle garde le plus souvent un visage figé et inexpressif. Toutefois, derrière ce masque se cache une fille triste, ayant beaucoup de préoccupations pour ses amis. Pour les dieux et les démons, les références à diverses mythologies et religions sont omniprésentes. Ainsi, Bacchus est le dieu romain du vin, de l'ivresse et du débordement. Un très bon dieu d'ailleurs. Oui, j'approuve. Il est accompagné de Hamsa, une oie symbole empruntée à la mythologie hindouiste qui sert de monture au dieu créateur Brahma. Pazuzu est emprunté à la mythologie mésopotamienne et Azazel est un démon qu'on retrouve dans la chrétienté. Il en va de même pour les anges, Michael, Gabriel et Uriel. On note également que la ville de Helheim est tirée de la mythologie nordique. On se retrouve avec une certaine diversité, toutefois bien que les références aux diverses religions soient très présentes, elles n'ont pas une réelle emprise sur le scénario, cela reste avant tout des clins d'œil, comme je l'avais souligné au début de la vidéo. Ensuite, t'as un point appréciable, c'est le fait de ne pas connaître qui sont les méchants et les gentils avant un bon bout de temps dans la série. On suit le trio principal et on est plongé dans le point de vue d'Amira, qui, rappelons-le, est une voleuse de clés. De ce fait, elle est poursuivie aussi bien par les démons que par les dieux. On peut dès lors penser qu'elle se trouve du côté clair ou obscur de la force, car on ne sait pas qui a raison et qui a tort, quelle attention est louable ou non. Toutefois, il y a quand même un brin de manichéisme, faut pas le cacher, les démons sont assez souvent représentés comme de viles créatures appartenant aux ténèbres, alors que les anges représentent la lumière. Il s'agit certes d'une convention habituelle, mais parfois changer les mœurs aurait pu être intéressant. Passons au scénario qui, avouons-le, n'est pas bien original. Des œuvres mettant en scène des démons, des dieux, des chevaliers, de la magie où des protagonistes cherchent à accomplir une quête malgré l'adversité sont plutôt légion et on en trouve en quantité. Toutefois, si Shingeki no Bahamut surprend, c'est dans sa démesure qui scotche le spectateur devant l'écran. Les nombreux personnages bien badass comme Bahamut, les divers anges, les dieux, les démons, et la légendaire Jeanne d'Arc et ses acolytes chevauchant des dragons, on comprend que tout est fait pour en mettre plein la vue. Il y a également un énorme travail sur l'animation, fluide et à couper le souffle. Les combats sont juste époustouflants, ils en mettent plein la vue, oui je sais je me répète mais c'est vraiment le cas, comme dans l'animé de Shingeki no Kyojin au titre si proche. C'est de l'épique, sans tomber forcément dans des clichés comme on a pu le voir récemment dans le 3e film du Hobbit Les 5 armées, et l'épisode 1 est d'ailleurs un bon exemple car il commence sur une course-poursuite entre Favoro et Caesar rappelant les bons vieux Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow. C'est du fun, c'est de l'action, on s'ennuie pas. De plus, les OST accompagnant cette série sont juste classe à souhait et varient entre de la musique hispanique très entraînante, à la Zorro Don Diego de la Vega, au chant religieux. Du côté des graphismes, l'utilisation de la 3D, bien qu'elle fasse parfois tâche dans les décors, ajoute un vrai plus à ce côté démesuré et est donc employé à bon escient. Pour ce qui est du chara-design, celui de Bahamut est désastreux et ressemble vaguement à un Godzilla avec des ailes. Favoro possède un style particulier avec sa coupe afro, mais c'est justement ce qui est cool. Ça ne vous rappelle d'ailleurs pas une bonne série des années 80 ?
Kaisar a le look d'un chevalier servant, correspondant ainsi à son caractère. D'ailleurs, quand on analyse le chara-design de ce mec-là, j'ai l'impression de voir Space Dandy en version médiévale. Et bien voilà, il est temps de conclure pour nous, donc Shingeki no Bahamut se révèle être une grosse surprise, hein. Le scénario, bien que classique, s'avère finalement prenant, les mises en scène sont au top, ainsi que les OST qui les accompagnent, le trio de tête est attachant et leurs relations ainsi que leur personnalité restent bien développées, enfin l'univers médiéval, dieux, démons, zombies, tutti quanti, prend très bien et permet d'avoir un mélange assurément démesuré mais contrôlé. Si Shingeki no Bahamut avait pour objectif de faire de la publicité pour le jeu dont il est issu, alors c'est un pari réussi. Bref, pour tout amateur du genre, n'hésitez pas, foncez. Un petit mot à propos du jeu, donc Pat qui a fait la vidéo avec moi, l'homme de l'ombre parmi les mangalériens, a justement testé le jeu, le jeu de cartes à collectionner, qui se trouve sur smartphone. Au début, il faut choisir donc entre 3 races, les hommes, les dieux ou les démons. Ce choix va donc conditionner le type de carte que l'on peut posséder. Il a donc pris les démons. Ensuite, on peut affronter donc d'autres joueurs en duel, accomplir des quêtes pour augmenter le niveau de ses cartes et leur nombre. Finalement, sur la forme, ça ressemble pas mal à ce qui a déjà été fait, hein, c'est-à-dire des Magic, des Yu-Gi-Oh, etc. Toutefois, il s'avère sympa par son univers, ses quêtes et sa communauté, puis ça change des Flappy Bird et autres jeux un peu basiques sur smartphone.